Je rends des livres, samedi 24 février 2018, ça va être le numéro 11 je crois, on vérifiera tout ça. Et j'ai une pile quand même de 6 livres à ranger, mais avant cela à chroniquer. Et je ne sais pas si je vais avoir tout à fait le temps, parce que j'essaie toujours de, comment dire, de substituer à mon improvisation, à mon incurie, à mon incompétence, des lectures, afin qu'au moins dans ces vidéos on entende une partie du texte. Et le premier livre que je vais ranger, que j'ai lu récemment, c'est un roman assez peu connu je pense, de Romain Gary, La danse de Gengis Khan. Alors moi je connais très mal Romain Gary, enfin, c'est vraiment un texte dont j'avais jamais entendu parler. C'est mon libraire Laurent Évrard, de la librairie Le Livre à Tours, qui, lors d'une conversation en novembre ou en décembre, m'en avait parlé, du coup je l'avais acheté. Et c'est un texte effectivement assez particulier, c'est le deuxième tome, je crois, d'une trilogie qui s'appelle Frères Océan, faudrait que je revérifie ça. Et voilà, c'est la danse de Gengis Khan, c'est la deuxième partie de Frères Océan, donc qui sont 3 textes en fait qu'on peut lire indépendamment les uns des autres, hein, le l'essai pour Sganarelle, la danse de Gengis Khan et le roman La tête coupable. Tous sont en folio, donc celui-ci aussi en folio. Alors, la danse de Gengis Khan, c'est un livre qui a été écrit par Romain Gary à la fin des années 60, avec, en 1967, avec comme point de départ notamment les résurgences en fait, des nationalismes, et notamment d'une forme larvée de néonazisme en Allemagne, ainsi qu'un certain nombre évidemment de résurgences de l'antisémitisme autour. Bon, ça a été quand même aussi publié en 1967, ce qui historiquement par rapport à l'histoire d'Israël est très marqué. Et alors c'est un roman qui est extrêmement audacieux, qui est très dérangeant par de nombreux aspects, comme on va le voir avec des extraits que je vais vous lire. C'est un roman qui est décapant, dérangeant, qui est plein d'une sorte d'humour destructeur, ravageur, humour juif porté peut-être à l'extrême ou à ébullition, vraiment quelque chose de très corrosif. Et en fait le sujet du roman, qui ensuite part dans des conséquences de ce point de départ, on va dire ça comme ça, c'est qu'un juif masse exterminé à Auschwitz, qui était un comédien juif, qui était une sorte de stand-up comedian, en fait, de comédien populaire juif, tué à Auschwitz avec de nombreux autres, bien sûr, juifs, se met à hanter en fait un des SS qui le surveillait. Et ce SS réussit à échapper un peu à la dénazification, devient policier, monte en grade, finit par devenir commissaire et par devoir élucider une série de meurtres commis par un serial killer. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est donc le commissaire, qui est un ancien de Auschwitz, un ancien SS en poste à Auschwitz, est hanté par ce juif, Cohn, qui vit en lui et qu'il n'arrête pas de voir, qui n'arrête pas de se manifester partout, et qui est en lui, qui lui souffle des propositions, qui lui apprend le yiddish. Enfin c'est une situation complètement hallucinante. Et donc voilà, donc c'est cette question, donc le point de départ du roman, c'est la hantise, c'est la manière dont en fait les juifs tués, les 6 millions de juifs tués lors de la solution finale, se sont tous en quelque sorte incorporés à l'inconscient de leurs exterminateurs, de leurs bourreaux, et habitent en quelque sorte, hantent la psyché collective allemande. Donc c'est le point de départ un petit peu abstrait du roman. Alors là où concrètement ça se met à délirer complètement, c'est qu'en fait les meurtres en série sont faits par une sorte de couple complètement mythologique, mais à la fois mythologique et complètement burlesque, qui est composé en fait de l'amour et de la mort, en fait, et donc d'une femme qui n'arrive jamais à jouir et dont on comprend qu'elle représente en fait l'amour impossible qui finalement vide entièrement la terre en tuant tout le monde, et une sorte de garde-chasse qui lui représente plus une forme de Thanatos en fait. Voilà. Donc ça c'est un petit peu, et alors là pour le coup il y a vraiment des longueurs dans le livre, notamment dans la deuxième partie, même si c'est emporté par cette espèce de souffle dévastateur, humoristique, etc., il y a quand même quelques moments où moi j'ai trouvé que on sature un petit peu. Bon, c'est un humour saturant, donc forcément qui sature aussi le lecteur. Pour vous donner juste une idée, le tout début du livre, c'est la deuxième page du premier chapitre qui s'appelle « Je me présente ». Il se présente, donc Cohn, qui est le narrateur,
qui est donc ce comédien juif exterminé à Auschwitz, se présente et explique qui il était, quel type d'humoriste il était. Et voilà, donc d'emblée, pour vous dire, le ton est posé, ça fait pas une page qu'on lit, et voilà ce qu'on lit. Les critiques faisaient quelques réserves sur mon humour. Ils le trouvaient un peu excessif, un peu agressif, cruel. Ils me conseillaient un peu plus de retenue. Peut-être avait-il raison. Un jour, à Auschwitz, j'ai raconté une histoire tellement drôle à un autre détenu qu'il est mort de rire. C'était sans doute le seul juif mort de rire à Auschwitz. Vous voyez que c'est pas dans la dentelle. Et puis je vais lire un autre passage qui est un dialogue entre Cohn et le fameux garde-chasse qui tue tout le monde en fait, hein, qui représente du coup la mort et même l'extermination. Par où je peux commencer? Nous rions tous les deux. Attendez, tiens, vous parlez yiddish. Tiens, vous parlez yiddish couramment. Berlitz, non Treblinka. Donc encore, vous voyez, le Berlitz, les guides assimilent tout ça. Non Treblinka. Nous rions tous les deux. Je me suis toujours demandé ce que c'est au juste l'humour juif, dit-il. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une façon de gueuler. À quoi ça sert? Le pouvoir des cris est si grand qu'il brisera les rigueurs décrétées contre l'homme. Kafka, dit-il. Je sais, je connais. Vous y croyez vraiment? Je lui cligne de l'œil et nous rions tous les deux. Cette histoire de Cosaque que vous m'avez racontée, vous avez dit Cohn, ce n'était pas Leiba Cohn de Kitchenev, c'était mon oncle. Et ça devait être lui parce qu'il m'avait raconté la même histoire. C'était sa femme que les Cosaques avaient violée sous ses yeux. Elle avait eu un enfant après cette aventure. Et mon oncle, qui était lui aussi très rancunier, s'était cruellement vengé des goïms russes. Il avait traité l'enfant comme son propre juif et en avait fait un juif. Florian est complètement écœuré. Quel salopard, alors on n'a pas idée de faire ça à un enfant. Oui, nous sommes une race impitoyable. Nous avons déjà crucifié notre Seigneur Jésus, paix à ses cendres. Pardon, vous essayez toujours de tout garder pour vous, rien pour les autres. D'une avidité, le pape Jean XXIII a déclaré que vous n'étiez pas coupable. Non? Alors depuis 2000 ans, c'était pour rien, vous ne pensez qu'à faire des affaires. Nous nous marrons, c'est un talent ce Florian. La mort et son juif, quel duo, quel régal pour les salles populaires. Le peuple aime le burlesque, il aime rire. Je viens justement de dire que 16% des Français sont antisémites, il y a un public. Aucun doute là-dessus. Florian est content, pour un peu il se mettrait à danser les claquettes, dommage qu'il manque un peu de musique sacrée, enfin on ne peut pas tout avoir. Je vois soudain, et c'est pour vous montrer comment on passe de ce registre dévastateur, burlesque, reprenant tous les clichés antisémites pour les retourner en quelque sorte, comment on passe à quelque chose de beaucoup plus pathétique, donc on est toujours dans cette alternance entre les deux. Je vois soudain, en plein milieu de la forêt de Geist, une main sortant d'une bouche d'égout du ghetto de Varsovie, une main nue, laissée sans armes par l'humanité entière. La main se ferme lentement et le poing juif reste ainsi levé au-dessus de l'égout. Et donc ça c'est un extrait de la danse de Gengis Khan de Romain Gary, chapitre 27, La mort en panne. Voilà. Je vais modifier un petit peu l'ordre. Autre livre que je vais ranger, le premier recueil d'un poète américain qui se prénomme Ocean, ça ne s'invente pas, Night Sky with Exit Wounds de Ocean Vuong. Et c'est un très beau recueil de poèmes. Et en fait, j'ai découvert Ocean Vuong parce qu'il a eu un prestigieux prix littéraire, le T.S. Eliot Prize, en Angleterre. C'est comme ça que je l'ai découvert, que j'en ai même traduit un dans une traduction improvisée. Et donc dans la foulée, je me suis en quelque sorte fait venir son recueil, on peut dire. Et c'est vraiment très très bien. Je veux juste montrer un poème que je ne peux pas lire, qui n'est pas lisible, c'est justement pour ça que je veux le montrer. C'est un poème qui s'appelle Seventh Circle of Earth, qui prend pour point de départ, d'ailleurs c'est l'épigraphe, un extrait d'un article de journal à propos d'un crime homophobe. On April the 27th, 2011, a gay couple, Michael Humphrey and Clayton Capshaw, was murdered by immolation in their home in Dallas, Texas. Donc le point de départ, c'est la manière dont un couple gay a été tué, a été cramé vivant chez lui à Dallas, au Texas. Et donc de ce fait divers, il fait un poème dans lequel le pathos est totalement désinvesti. C'est d'ailleurs intéressant que je parle de ça juste après Gengis Khan, parce que c'est pareil, il y a une espèce de désentimentalisation qui est finalement beaucoup plus prenante et beaucoup plus suffocante d'un certain point de vue. Et donc Seventh Circle of Earth, qui fait bien sûr allusion aux 7 cercles de l'enfer, chez Dante, ici le 7e cercle de la Terre, donc la Terre comme un enfer bien sûr pour ces... Et alors si je vous montre ça, c'est justement pour vous montrer comment
est disposé le poème. En fait, c'est un poème qui est entièrement blanc. Donc le texte lui-même du poème, ça va sur la page suivante, est entièrement blanc, à l'exception de notes, d'appels de notes en fait. Et donc ça veut dire que c'est un poème qui est entièrement blanc, ça veut dire qu'il n'y a aucun texte réel du poème, tout le texte est constitué par des appels de notes. Et on peut dire d'un certain point de vue que le poème lui-même, ou la parole poétique, se trouve, et de fait, il s'agit d'une disposition poétique dans laquelle les vers sont séparés, non pas par des renvois à la ligne, mais par des slashes, en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des barres, des cotices, là, ou je ne sais pas comment il faut dire ça. Donc tout le texte du poème se trouve dans les notes de bas de page. Mais ce qui est intéressant, c'est que les appels sont des appels sur du vide. Donc en fait, il y a un poème qui est blanc, un texte du poème qui est blanc, qui est constitué d'appels de notes qui ne suivent pas le texte, donc on est contraint en quelque sorte de s'imaginer ce qu'il y a dans ce blanc, ce qui est le refus de ce poème, ce qui est le non-poème de départ, et du coup tout est transféré, toute la poéticité est transférée dans les notes de bas de page. Et les notes de bas de page sont effectivement la parole à la première personne d'un des deux hommes tués dans cet incendie, des deux victimes de ce crime homophobe. Et du coup, le dispositif textuel lui-même, bon, qu'on peut décrire comme postmoderne, avant-gardiste, je ne sais pas comment l'appeler, peu importe, expérimental à coup sûr, dans la lignée des object poets, ici n'est pas du tout gratuit, puisque c'est lié à ce fait divers, c'est lié à cet effacement, à cette immolation, à ce crime homophobe. Et le dispositif textuel lui-même a investi ce fait divers, ou est investi par la nécessité de rendre compte du fait divers. Et donc, donc du coup, tout le lyrisme, en fait, tout le lyrisme de l'amour, de la relation sentimentale entre ces deux hommes, qui a été annihilé, donc blanchi dans le corps du poème, se retrouve dans les notes de bas de page. Et par exemple, « But don't laugh when these walls collapse », ça c'est la note 5, « But don't laugh when these walls collapse and only sparks, not sparrows, fly out. When they come to sift through these cinders and pluck my tongue, this fisted rose, charcoaled and choked from your gone mouth. » Et donc là, il y a un vrai lyrisme qui s'exprime, et qui est d'autant plus poignant qu'il est justement rejeté dans un dispositif textuel de type universitaire, et en note de bas de page, relié à un fait divers. Donc ça, c'est un poème. Ils ne sont pas tous comme ça, il y a des poèmes plus, on va dire, classiques. Allez, je vais vous lire un extrait de l'Ode à la masturbation, Ode to Masturbation, la fin peut-être, allez. Ouais, c'est pas facile de couper ça parce que toutes les strophes sont suivies. Allez, bon, je vais lire le début du coup de l'Ode à la masturbation. Because you were never wholly, only beautiful enough to be found, with a hook in your mouth, what a shock, like sparks when they pulled you out, and sometimes your hand is all you have, to hold yourself to this world, and it's the sound, not the prayer, that enters the thunder, not the lightning, that wakes you in the back seat, midnight's neon parking lot, holy water speared between your thighs, where no man ever drowned from too much thirst. The cum shot and articulation of chewed stars so lift, the joy-crusted thumb and teach the tongue of unbridled nourishment to be lost in an image, is to find within it a door, so close your eyes and open. Reach down with every rib, humming the desperation of unstruck piano keys. Et là, je m'arrête au milieu d'une strophe, sinon après, en fait, si on va au bout de chaque strophe, on est obligé d'aller à la suivante. Donc voilà, donc ça c'est le début de l'Ode to Masturbation. Night Sky with Exit Wounds, Ocean Vuong, un poète d'ailleurs sans doute très compliqué à traduire aussi. Je reviens à la Seconde Guerre mondiale, puisque je parlais de Romain Gary. Léon Verte, 33 jours dans la collection Bis, chez Viviane Ami. Alors Léon Verte, pour moi c'était juste un nom, ou même pas un nom, ou à peine un nom, je ne sais pas comment vous dire. Par curiosité, par hasard, je suis tombé sur ce livre-là, justement, toujours chez mon libraire, la librairie Le Livre. Et Léon Verte, en fait, qui était soldat, enfin, sous-officier pendant la Première Guerre mondiale, visiblement, et qui avait la petite soixantaine au début de la Seconde Guerre mondiale, a raconté dans ce livre, a tenu une sorte de carnet de la débâcle, donc de ce moment entre l'avancée massive des Allemands dans l'est de la France et les premières semaines de l'armistice signé par Pétain. Et donc Léon Verte quitte Paris, donc c'est l'exode, comme
très nombreux, comme des centaines de milliers de Français. Épisode très connu, popularisé par le cinéma, jeux interdits, etc. Donc quelque chose pour lequel on a tous vu, on a tous des images en tête, on a tous des témoignages littéraires ou politiques ou historiques en tête. Et malgré tout, en fait, voilà, ce livre, qui apparemment devait être publié aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été publié, a fini par être publié près de 40 ans après la mort de Léon Werth, au début des années 90. Et c'était un texte qui, normalement, avait été emporté par Saint-Exupéry aux États-Unis, qui devait y être publié. Léon Werth étant ami avec Saint-Exupéry. Donc il en parle d'ailleurs à plusieurs reprises, il s'adresse même directement à lui, dans des pages assez émouvantes, un peu étranges comme ça, en disant « Ah, mon cher Saint-Ex, mon cher Tonio ». Bon. Donc c'est étonnant parce que ça crée en plus une sorte d'élément de destinataire double ou de triple même énonciation, un peu curieux d'ailleurs dans ce livre. Et donc voilà, donc le livre en fait raconte en 5 chapitres les 33 jours, c'est pas évident à dire, qui donne évidemment le titre du livre, entre le 11 juin et, je vais dire des bêtises, et voilà, et le 13 juillet, je suppose. Il suffit que je vérifie la fin, puisqu'il le dit à la fin. Voilà, nous avions quitté Paris le 11 juin, c'était le 13 juillet, je retrouvais mon fils, la paix des champs, la terre et le ciel familier, et les journaux aussi, et l'erreur humaine, et ce qu'il faut bien appeler l'histoire, mais l'histoire et les journaux, c'est une autre histoire. Voilà. Et c'est un livre qui n'est pas seulement un document, c'est vraiment un très beau livre littéraire, un très beau texte littéraire, et notamment qui vaut beaucoup par ses portraits, par son humanité, la manière dont même quand il décrit des femmes un petit peu déjà en état de pré-collaboration, en tout cas pas mécontente en fait finalement de voir les Allemands arriver, ou quand il décrit certains comportements un peu lâches, ou certains soldats allemands totalement dénués d'humanité, ou quand il décrit des figures plus héroïques par leur humanité même, comme le fermier Abel, comment il s'appelle, Abel Claveau, je sais jamais, non, Abel Delaveau, je crois. Voilà, enfin il y a une vraie humanité dans tous les portraits, même des personnages les plus négatifs. Donc c'est aussi une très belle galerie de portraits. Puis c'est un très beau témoignage sur ce que l'on voyait sur les routes, sur les chevaux morts, les cadavres, les voitures calcinées, les très nombreuses autos, sidecars, etc. éventrées, couchées sur le bas-côté parce qu'ils ont été abandonnés par leurs propriétaires quand il n'y avait plus d'essence. Enfin, c'est une vraie débâcle, ça décrit une vraie débâcle, un vrai exode, et puis ça montre aussi l'immobilisation, puisqu'il y a plusieurs phases dans ce récit, lui et sa femme, donc lui il a quand même la soixantaine, sa femme je sais pas, mais lui et sa femme on trouve refuge d'abord chez le fameux Abel Delaveau, puis ils avancent un petit peu, ils vont ailleurs, ils requittent avant qu'ils se sentent pas très désirés, ou ils se sentent un peu indésirables, donc ils restent pendant quand même quelques semaines, 2-3 semaines, chez une femme qui justement est quand même un petit peu plus sympathique avec les Allemands qu'avec les réfugiés français ou qu'avec les victimes de l'exode. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui se passent, donc il repart en fait chez Abel Delaveau avant de pouvoir enfin fuir parce que celui qu'il appelle le colosse, hein, un sous-officier allemand, en prenant d'ailleurs des risques sans doute assez importants vis-à-vis de sa hiérarchie, réussit à carotter 35 litres d'essence et à les leur donner en cachette, et donc il peut reprendre la route, et c'est comme ça que le texte se termine sur ce que j'ai lu tout à l'heure, le 13 juillet, ils sont passés en France libre, ils ont retrouvé leur fils, dont ils ne savaient pas très bien où il était, ni s'il était vivant même, et donc c'est comme ça que ça se termine. Donc voilà, donc il y a aussi évidemment, enfin ils réussissent à fuir la zone occupée, à fuir leur statut de réfugiés sans vrai logis, sans domicile, etc. Grâce quand même à un acte un petit peu comme ça désintéressé d'un sous-officier allemand. Donc voilà, donc il y a tout ce côté-là, tout en étant extrêmement négatif vis-à-vis de la propagande allemande, tout en étant... Enfin voilà, il n'y a aucune ambiguïté sur ce qu'il pense aussi de la démission des autorités françaises et de la radio. Enfin, il y a des pages sur Radio Paris dans lesquelles il dit, ben voilà, ça y est, les Allemands parlent en français sur les ondes françaises, ils ont totalement colonisé, y compris la TSF. Voilà, donc il y a tout ce côté-là qui est totalement sans ambiguïté, donc un discours très gaulliste finalement. Hein. Et malgré tout, voilà, on est quand même dans un texte qui essaie de prendre l'opacité, la profondeur des êtres humains, et de ce point de vue-là, c'est très émouvant. Je vais en lire, allez, deux, trois passages, peut-être, des portraits. Le portrait du tirailleur sénégalais, par exemple. « Je prends un bain dans la Loire, un pauvre bain.
C'est plutôt un savonnage et un rinçage. Je retourne au doucier par les prés. J'entends un appel et je vois apparaître sur le bord du fleuve, comme une divinité sortant de l'eau, un tirailleur sénégalais. Il s'était caché dans les bois, dans les boqueteaux plutôt. Quel secours puis-je lui donner? La Soutreux ne le recevrait pas, et si je n'ai pas le droit de l'accuser d'être lié aux Allemands par d'autres liens que de sympathie, je la soupçonne capable, pour se donner de l'importance et montrer sa gentillesse, de leur livrer un noir. Je ne puis même pas songer à lui procurer des vêtements civils, il est noir. Sa stature, sa démarche sont d'une élégance que les Blancs ne possèdent guère, l'élégance des biches et des gazelles. Et page rose du Larousse, je pense à ce vers où la déesse se révèle à sa démarche. Quel charme ingénu dans ce sourire d'innocence. Il sourit en me parlant, il sourit sous la menace de la captivité ou de la mort, comme si ses yeux jouaient avec le paysage, jouaient avec moi, comme si malgré la guerre, il y avait un charme dans le monde qui le force à sourire. Je me souviens de ces Sénégalais que Lucie Couturier m'a fait connaître à Fréjus, et de cet Amadou Lo qui lui écrivait une lettre qui se terminait ainsi: « Je dis bonjour à tout ce qui est dans la maison et dans le jardin. » Je pense aussi à ce colonel allemand dont la Soutreux affirmait qu'il les tuait par douzaines. Et un autre portrait, peut-être, le portrait du chat, tiens, ça fera un lien avec le livre de Jeanne Sautière dont je vais parler après. Je n'ai pas parlé de Choum, chassier à moi. J'aime les bêtes, mais n'aime pas une certaine façon d'aimer les bêtes. J'ai horreur de ces gens qui transfèrent à un chat, à un chien, toutes les disponibilités de leur tendresse. Et je n'aime pas davantage, comme on dit des mythes et d'un vêtement, que la littérature s'y mette. Je dirais cependant que nous avons retrouvé Choum. Il avait bien supporté les premiers jours de l'Exode. La nuit où nous quittâmes Chapelon, nous l'avions laissé dans la voiture. La portière ouverte, il s'échappa. Il y a de cela 17 jours. Nous le retrouvons au haut d'un tas de fagots, il miaule mais ne s'approche pas. Pendant 17 jours, il avait dû vivre des débris de viande jetés par les Allemands. Enfin, il se laisse prendre, nous l'emmenons dans notre chambre, il n'est pas effarouché. Mais rien ne me permet de dire qu'il est satisfait en son cœur, il s'installe sur mes genoux, saute sur le lit, il cherche un bon coin, renonce, saute à nouveau sur moi. Ce n'est encore que le retour de la sauvagerie à la domesticité. Ça, c'est le chat, et puis j'ai pas du tout lu le portrait de l'un des nombreux petits portraits en petites touches du fameux Abel de Lavaux, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment la figure qui irradie le plus le livre, même si j'en parle pas, si je lis pas d'extrait de ça. Je cite un troisième portrait, le portrait de lui qu'il appelle l'espion. Ce matin, le faux aviateur, le mouchard, m'a abordé dans le corridor qui donne accès aux chambres de la ferme. Il aborde tout le monde de la même façon. « Excusez-moi, je voudrais me perfectionner dans la langue française. » C'est un grand gaillard, du type joli garçon, aux traits réguliers mais mous, une figure sucrée. Comme on m'a dit qu'il parlait très couramment le français, j'ai le sentiment que sa difficulté à trouver les mots et sa prononciation embarrassée ne sont qu'une feinte. Sans doute veut-il écarter de moi la pensée qu'il a longtemps exercée en France le métier d'espion. En quelques secondes, j'ai la certitude qu'il n'est pas aviateur, mais mouchard ou mouche du coche. Avant tout, c'est un imbécile. Sa qualité d'imbécile domine sa qualité d'allemand. Il me pose des questions sur la grammaire ou la propriété des mots, et pour me récompenser sans doute, il me conte son séjour à Paris après l'entrée des troupes allemandes. Paris est une belle ville. Les trois étapes essentielles de Paris, de sa visite de Paris, sont le restaurant Fouquet's, l'Arc de Triomphe et le tombeau de Napoléon. S'il est espion, il n'est pas de la race des espions furtifs qui glissent le long des murailles, il est collant, affreusement collant, il englue. Voilà une lecture là encore tout à fait recommandée, 33 jours de Léon Verte. Lecture également recommandée, je n'ai que des lectures à recommander aujourd'hui, je vous conseille tout, Ocean Vuong, Romain Gary, je parle trop longtemps, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout, de parler des 3 livres qui restent, au moins celui-là, Jeanne Sautière, ça vient juste de sortir chez Vertical, publié là en février 2018, Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, j'expliquerai même pas le titre, il faut lire pour savoir un peu de quoi il s'agit au début. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un livre qui n'est pas un livre structuré de manière linéaire, qui n'est pas un roman, qui est plus une autobiographie par petites touches et qui surtout parle des animaux dans la vie de l'écrivaine, et en l'occurrence des sortes de souvenirs des différents animaux qui ont traversé ou qui traversent son existence, des animaux domestiques, il y a beaucoup de chats, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi les animaux dits nuisibles, il y a une page très belle sur les rats notamment, et également des animaux que l'on peut croiser, comme le corbeau, un des tout premiers chapitres, le deuxième chapitre du livre s'appelle Corbeau, tout simplement, au singulier,
et parle justement du corbeau dans les villes. Alors, sachant que Jeanne Sautière est née en Iran, et que donc elle a vécu toute son enfance en Iran avant d'être ballottée un peu à droite et à gauche au cours de son enfance, notamment en Algérie visiblement. Et donc voilà, donc il y a vraiment des pages très très belles sur la disparition des animaux domestiques. Elle habite à Paris, il y a plusieurs chats qu'elle perd, dont elle ne retrouve pas la trace, elle raconte l'angoisse, elle raconte la recherche de l'animal. Donc c'est très beau, et je pense que je vais simplement lire 2 extraits, ça sera mieux que mes déblatérations, c'est le cas de le dire. Page 87. Ce matin à 6 heures, dans le parc de la Villette, le jour n'est pas encore levé. J'arrêterai de la chercher dans la laisse d'aube à aurore, lorsque la ville s'éveillera vraiment. Les oiseaux commenceront à chanter peu avant, et comme dans les contes, elle retournera à son invisibilité. Mais la nuit, je ne la vois pas, l'Eurydice féline. Dès lors que l'œil humain peut la discerner, elle doit disparaître, comme ceux qui doivent se cacher dans le parc pour dormir. Cet homme, couché dans son duvet dans un endroit dont la saleté éloigne tout le monde. Celui qui fait sa prière sous une arche de béton, et cette femme slave que je vois fouiller dans une brèche pour y récupérer un sac contenant son change. Elle est parfaitement coiffée et maquillée. Elle s'intéresse à mon histoire de chat. Tous ces gens que j'ai croisés, veilleurs de nuit, vigiles, éboueurs, vagabonds clandestins qui s'arrêtent et qui se soucient de la vie d'un chat. Eux, dont l'espace social est bordé, qui dorment dans les brèches ou qui travaillent au plus sombre de notre ville, qui connaissent, comme les bêtes, le risque de croiser la puissance des hommes puissants et qui en sont le démenti. Elle n'est toujours pas là, entre aube et aurore, pas là. Page 133, la fameuse scène avec le rat, enfin une des scènes avec le rat. Mais ce qu'elle dit des rats est très très juste en fait, hein, très juste parce que très dérangeant ou inhabituel. Au Cambodge, dans un petit restaurant sur l'eau, je donne à manger à un chat sous la table. Il prend délicatement malgré sa maigreur. Il est pelé, pouilleux, anourd comme tous les chats ici. Je donne sans le regarder machinalement. À la fin du plat, n'ayant plus rien à donner, je le caresse comme on le fait avec les chats, dans ce mouvement de la main qui les épouse tout entier de la tête à la pointe de la queue que je sens bizarrement fine. Je regarde, horreur. J'ai caressé la bête répugnante, le rat, venu se substituer au chat éhontément. Ce n'est pas la première fois que je vois un rat chasser un chat ici. Je suis épouvanté, je reste figé avec ma main polluée par lui. Il était doux, très doux, soyeux même, sans doute pas plus sale que le chat, mais je ne veux pas céder. Je veux croire à un monstre avéré avec signe distinctif, avec avertisseur et clignotant. L'anomalie est là, dans cette collusion nauséeuse entre le doux et le monstrueux. Il faut que quelque chose cède dans le ressenti, et on préfère renoncer à la perception plutôt qu'à la monstruosité qui simplifie le jugement. Ça, je trouve ce texte vraiment très très beau sur la part d'anthropomorphisme, de construction intellectuelle et culturelle, visuelle. Vraiment, c'est un très beau texte. Et dernier extrait, puisque de toute façon je n'aurai pas le temps de parler des 2 autres livres, on les gardera pour la prochaine fois. Page 168, toujours Jeanne Sautière, mort d'un cheval dans les bras de sa mère. 2 brebis placées pour quelques mois dans un enclos devant la Cité des Sciences dans le parc de la Villette. Elles viennent d'un plateau volcanique, ce sont des noirs du Velay. C'est écrit sur le cartel qui les présente et qui enjoint de ne pas les nourrir. Elles ont un grand baquet d'eau à disposition, une cabane où parfois elles vont s'abriter. Les enfants s'attardent, quelques adultes aussi qui ne peuvent s'empêcher d'imiter leur bêlement. Des rires autour d'un éventuel méchoui. Elles, exfiltrées de leur herbe odorante, leur nuit véritable des escalades et de l'espace. Elles font leur vie, broutent leur herbe oxydée de pollution, parfois se poursuivent. Belles, très fortes dans certaines nuits, ont-elles eu peur? Quelque chose là qui bat comme un cœur sans réserve, et le nôtre se serre. Nos villes, tout entières dévolues à contrer nos grandes angoisses, la nuit noire, les chemins raides, la peur d'être dévoré, l'immobilité de la mort, le silence. Je ne récuse rien des villes, je les aime, mais il y a le pincement dans la poitrine de ce qui a été sacrifié à nos peurs immenses, la marche contre tout ce qui postulait autre chose. Nos peurs archaïques sont vaincues, sauf celles liées à notre espèce. Et puis, pendant la nuit, alors que nous nous agitions autour du nom d'un homme, de sa propulsion au grade suprême de président de la République, naît un petit, expulsé des flancs de sa mère, tombé sur l'herbe mouillée, cherchant déjà le lait tiède. Ce matin, tout debout, tétant, trottant, comme accoutumé à son monde étrange, au cri des poivreaux, à la nuit jamais entière, au regard des badauds. Et nos histoires humaines, néantisées par une minuscule bête, un moucheron laineux,
cette inversion des proportions est pure joie. Alors on continue avec Laleh Khadivi, The Age of Orphans, ça aussi livre que je vais ranger. Alors Laleh Khadivi, c'est une romancière d'origine iranienne qui a kurde en fait, hein, mais voilà, on dit d'origine iranienne parce que c'était sa nationalité d'origine, née en 1977 et qui a connu un très grand nombre de déplacements et qui a vécu dans de nombreux endroits, hein. C'est ce que dit d'ailleurs le rabat de cette édition de son premier roman, The Age of Orphans. A native of nowhere in particular, she has lived in various cities, Toronto, Connecticut, New York, Los Angeles, Dallas, London, San Juan, Atlanta and Warsaw. Voilà, donc jusqu'à Varsovie même, donc sinon dans un certain nombre de lieux en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Alors c'est un exemplaire que j'ai acheté d'occasion et qui vient en fait de la bibliothèque publique de Pointe-Claire centrale, donc au Canada, et qui a été élagué, discarded. Moi je suis toujours étonné de voir que les bibliothèques publiques d'Amérique du Nord, notamment des États-Unis, mais pas seulement, du Canada aussi, ont la possibilité comme ça de désherber, de faire ce qu'on pratique, un désherbage, et de mettre en vente ensuite. Il me semble que c'est pas autorisé en France, enfin j'y connais pas grand chose, on voit rarement ça en tout cas. Toujours est-il que ce qui est le plus étonnant, bien sûr, c'est qu'un livre publié en 2009 peut déjà être remis en circulation moins de 10 ans après, hein, comme si vraiment la fiction était un produit de consommation directe, contemporaine, récente, et que une fois que le roman a 4 ou 5 ans, eh bien, il ne sort plus des collections, et donc du coup les conservateurs décident non pas de l'archiver, mais carrément de le remettre en circulation, de s'en débarrasser, de l'élaguer ou de le discard, de le mettre de côté, de le rebuter. Bon, c'est un peu curieux. Bien, bon, ça c'est pas le sujet vraiment de ma causerie d'aujourd'hui. Je voulais parler de The Age of Orphans, qui est un roman qui m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai failli ne pas en fait le poursuivre, parce que la première et la deuxième partie, en fait, moi je le trouvais assez pesante, assez peu inspirée, et ça devient très très bien à partir de la troisième partie. Donc c'est un roman qui est en 5 parties inégales, et qui brosse le portrait d'un orphelin kurde, dont le père en fait a été massacré, dont tout le village a été massacré, et qui se retrouve en fait à servir l'armée du Shah d'Iran au début des années 1920. Et donc il y a 5 parties qui suivent l'itinéraire biographique de ce personnage et qui sert donc d'une sorte de métaphore de l'histoire du Kurdistan, ou plus exactement du peuple kurde, colonisé, opprimé, rallié, subjugué, mis sous le joug du pouvoir iranien. Et donc le premier, c'est en 5 parties qui s'appellent des books. Book 1, Southern Zagros Mountains, Kurdistan, 1921, c'est quand il est tout bébé, donc c'est tout le point de vue du bébé, de l'enfant dans son campement. Il y a des belles pages, mais il y a aussi, moi je trouve, vraiment des longueurs dans cette partie-là. Et ensuite, il est donc, sa famille est massacrée, et donc à l'âge de 7 ans, il fait partie de ces orphelins qui sont capturés par l'armée du Shah, et qui, tous ces orphelins sont embrigadés, sont formés pour devenir des soldats. Et c'est le cas, du coup, bien évidemment, de ce personnage principal, Reza, qui d'ailleurs change de nom, enfin à qui qu'on rebaptise, etc., mais qui a des souvenirs quand même très précis, très vifs du corps de sa mère. Donc il y a tout un côté extrêmement sensuel lié au corps érotisé de la mère, au corps de la mère, qui d'ailleurs s'appelle Maman dans le texte anglais de Laleh Khadivi. Et donc voilà, et donc la deuxième partie raconte les classes militaires, savoir toute son adolescence et sa jeunesse, à être formé comme soldat pour l'armée du Shah. Et là c'est pareil, je trouvais ça quand même très répétitif, très long, ça traîne un peu en longueur. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est à partir de la troisième partie, dans laquelle Reza finalement devient un jeune cadre, puis sous-officier, puis officier, qui vraiment prend du galon, qui devient important, qui devient une sorte de Kurde iranisé, en quelque sorte, persisé, je ne sais pas très bien comment il faut dire, et qui du coup fait vraiment partie de l'armée iranienne, et tire toute sa légitimité du fait qu'à la fois il connaît, en fait il y a plein de choses qu'il perçoit, ou qu'il se rappelle, et qui lui permettent du coup en fait de participer à l'entreprise d'anéantissement de l'indépendantisme kurde, de l'autonomie, de la volonté d'autonomie des peuples kurdes, et qui du coup lui permet de manière très ambiguë de gravir les échelons. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que toute
comment dire, tout le roman tourne autour de cette espèce de dualité, d'identité diffractée, de ce personnage qui a l'air comme ça d'épouser totalement la cause de son envahisseur, en l'occurrence des Iraniens qui ont tué sa famille, qui ont saccagé son village, etc. Il semble avoir été totalement colonisé, aliéné, mais par une sorte de retour du refoulé, il va se rekurdiser en devenant capitaine dans une des marges de l'Empire, de la République, mais enfin de la République impérialiste iranienne. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce portrait, parce qu'en fait là il épouse une Iranienne, il essaie de se persiser au maximum, donc pour trouver plus de légitimité, il l'épouse en utilisant son pouvoir symbolique militaire. Il épouse une Iranienne de bonne famille, relativement cultivée, qui l'emmène avec lui donc, dans ses marges militaires, un petit peu désert des Tartares, comme ça. Et en fait, ils ont 6 enfants ensemble, et c'est toute cette partie-là qui est beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus tenue, avec une variété, une alternance de narrateurs, une alternance de points de vue, enfin une vraie... Et on sent vraiment que Laleh Khadivi, elle commence vraiment à épouser son sujet, à être fascinée par son sujet, à ce moment-là, c'est-à-dire quand il s'agit de l'âge adulte, de cette vie de capitaine, dans lequel en fait ce kurde, cet orphelin kurde embrigadé dans les armées du Shah, qui devient une sorte de bras armé du Shah d'Iran, se recurdise, ou en tout cas est de plus en plus gagné par sa propre ambiguïté, par une forme de schizophrénie, un peu comme ça, et avec un rapport justement au corps des femmes, au corps, à son propre corps, à la question de la paternité, à la question de la filiation, qui finalement permet de traverser le siècle et l'histoire de l'Iran jusqu'en 1979, puisque le dernier chapitre, c'est pendant la révolution iranienne et bien sûr, ça n'est jamais dit, mais c'est pendant cette période-là, et il devient une figure comme ça de vieux sage qui parle d'une voix chorale, et ça fait à peine 10 pages. Et donc je vais lire quelques extraits de ce livre, un extrait de la 3e partie je crois, un passage en italique lié à un mélange de voix en fait. See that soldier on the rooftop over there, the one who leans against the banister. When he was young, just a small Kurd boy, he loved his maman very much. She was once a girl with a basket of onions on her hip, and they spent many mornings together in a dead garden he at her breast, and she tangled in nightmares and dreams, sighs and songs. Now and again she would place him in between her legs and show him the center of her, the scar from which he was born, and the boy would touch it, and when he did, a whole history would come over him, the history of pain as caused by strange men, his baba, and even his slick, oblong body. The history of the land and of his people was buried in there too, the battles and losses and dry, empty spaces. All of these sensations flashed through his young head like a flood, a drowning, and the boy would pull his finger out, upset his own maman was so corrupted through and through. At night he goes to the Armenian whorehouses to clean himself off on the women, and moves from whore to stick a finger in here and there, and probe for some sensation to calm him, to clear out the racket that plays in his head, so he can invent himself anew. And every night he pulls out annoyed, as they are all finished girls full of the same chaos of overuse and unlove that plagues his own orphan soul. Yes, maman, he is an orphan, more a son of the Shah than anything else, but look, can you see him now? He is all craven bones and heart and head for this girl. Ibadi's oldest daughter, who won't cover herself at any cost, whose beauty promises the soldier some clean truth, a new start. Il y a un passage plus bref qui est lié là aussi à l'accouchement. C'est le chapitre dans lequel le premier fils de Reza naît. Il fait venir une accoucheuse kurde qui d'ailleurs le méprise souverainement et qui donc par des gestes très experts, etc., fait en sorte que l'accouchement se passe bien, sort le fils et place le bébé nouveau-né dans les bras du père directement. Et voilà, donc juste ce passage qui est très ironique et qui est assez révélateur de l'écriture, je trouve, ici. He walks to Mina, donc Mina c'est la mère, c'est sa femme. He walks to Mina, who sleeps soundly on the bed and leans down with the babe to wake her. With soft eyes, she stares first at Reza and then at the babe. A boy? Reza nods. Junam, Reza, a soldier just like his Baba. A smile spreads across her face like a cloud expanding across a blue sky, and she is asleep again.
He searches the babe for a sign, some mark of the child's fate, and the baby writhes in his arms as if to escape. Reza clutches at the new body, forcing himself to find a guarantee that his half-self will not suffer his father's secrets or sins. The babe begins to whine, and then squeal and then cry, and Reza holds him tightly. It is not easy to look at the pained face. It is impossible to turn away. Impatient, the midwife grabs the babe from his hands and starts to wash and swaddle the child with the efficiency of a cook preparing a hen for the midday meal. Et je trouve cette soudaine plongée d'une sorte de lyrisme patriarcal, un petit peu comme ça, là on a un fils, ça va être un soldat, enfin, tout ce discours-là, et cette retombée brutale dans la vision qu'il a de la sage-femme qui, elle, a la vraie compétence réelle de s'occuper d'un enfant, et qu'il décrit exactement dans la fonction de la cuisinière, c'est-à-dire qu'en fait, elle prend le bébé et elle s'en occupe comme si elle préparait un poulet à rôtir. Je trouve ça vraiment ici très fort, et c'est la fin du chapitre, et ça se termine comme ça. Voilà, donc c'était deux extraits présenté brièvement du premier roman. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ensuite, je ne sais même plus exactement comment j'ai eu l'idée de lire ce livre ni de l'acheter, de la romancière d'origine kurde, on va dire, d'origine, je ne sais pas quelle est son identité nationale, on s'en fout à la rigueur, mais voilà, Laleh Hadivi, qui donc a écrit ce livre, The Age of Orphans, qui est donc une sorte de parcours de roman qui, par le microcosme le cas très particulier d'un orphelin kurde dont toute la famille, tout le village a été massacré et qui se trouve embrigadé dans l'armée du Shah d'Iran. Donc voilà, par cet itinéraire biographique, elle parcourt comme ça, dans les marges, toute l'histoire du Kurdistan iranien et donc de l'iranisation du Kurdistan à travers le XXe siècle, de 1921 à 1979. Voilà, The Age of Orphans.